Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui en ce jour de la journée de l'hypersensibilité avec une invitée très spéciale, puisque c'est ma sœur, donc Chloé, à qui je vais donner la parole pour vous parler d'hypersensibilité en famille. Du coup, Chloé, déjà merci de ta proposition de faire un podcast ensemble, aussi pressurisant soit-il pour moi. Je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites, parce que moi je te connais très bien, mais pas tout le monde. Bonjour à tous, je suis Chloé, j'ai 38 ans. Dans ma vie professionnelle, je suis consultante en communication et marketing digital. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? J'accompagne des entreprises dans la conception et le déploiement de leur stratégie de communication, que ce soit à travers des campagnes pour favoriser l'acquisition ou la fidélisation des clients, mais aussi sur du positionnement de marque ou pour les aider à renforcer l'engagement des collaborateurs. Ça, c'est entre autres, bien évidemment. Et dans ma vie perso, je suis une maman heureuse de 2 petites filles, l'une de 5 ans et la seconde de 2 ans, qui ont complètement changé ma vie, mais en bien. Et ce que j'aime faire, j'aime rire, passer beaucoup de temps avec mes amis et ma famille, manger, cette saison en plus, vu qu'on est en période de Noël, danser et chanter. Et je suis surtout la sœur d'une très belle personne, talentueuse, douce, attentive aux autres et qui n'a surtout pas peur de se lancer des défis dans sa vie professionnelle. Vous voyez de qui je veux parler ? Bon, ça se voit pas, mais j'ai déjà les larmes aux yeux. Bon, déjà quand elle a parlé de mes nièces, moi je suis une tata très heureuse. Et du coup, donc pourquoi aujourd'hui on est là toutes les deux, c'est que Chloé m'a fait la demande, je dirais même il y a 2... Oh, tu pleures aussi. Il y a 2 ans, je pense à peu près 2 ans, où tu m'as dit j'aimerais bien, si on fait un podcast, j'aimerais bien intervenir moi aussi. Donc en vrai, je sais pas trop ce que Chloé a à nous dire, mais je pense qu'elle en a plein de choses intéressantes à nous dire. Déjà, moi, ce que je voulais te demander dans un premier temps, c'est quoi pour toi l'hypersensibilité ? Pour moi, l'hypersensibilité, ça peut s'exprimer sous plein de façons. En général, et d'après ce que j'ai pu voir parmi d'autres, avec toi et avec d'autres personnes de mon entourage qui sont un peu hypersensibles, vous avez des émotions qui sont décuplées fois 1000, dans le positif comme dans le négatif. Donc, avec des moments de joie où tout paraît ultra intense et très heureux, et des moments de doute où la personne peut tout remettre en question après une simple discussion avec une autre personne. Et d'ailleurs, souvent, l'autre personne est à milieu d'imaginer toutes les questions qui peuvent se poser dans votre tête. Mais voilà, donc ça, c'est une des choses qui, pour moi, exprime un peu votre hypersensibilité ou ton hypersensibilité. Il y a aussi une exacerbation des sens, on va le dire, où le moindre plus petit son ou la moindre fréquence peut même provoquer des insomnies, hein, avec une personne qui a une ouïe très développée. T'as le droit de raconter l'histoire des insomnies. Pour moi ou pour toi ? Parce que moi, je pense que j'ai une hypersensibilité sur les sons. Toi, je savais, mais je pensais que tu parlais de l'histoire. Du coup, je raconte l'histoire où on dormait tous avec Anaïs. Anaïs, c'est la plus petite, la plus grande, mais à l'époque, il y avait que Anaïs. Où on dormait donc tous dans la même pièce et je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai écrit le plan de mon livre parce qu'un enfant qui dort, ça respire très très fort. Voilà. Et donc moi, je peux passer 2 heures à ne pas dormir parce que j'ai une chambre assez mal insonorisée, il faut le dire, et que j'entends le bruit de la route. Et donc le moindre bruit de camion peut me réveiller quand je suis sur le point de m'endormir. Je ne suis pas hypersensible, mais il y a certains sens qui, pour moi, sont assez exacerbés. Donc assez développés, on va dire plutôt. L'hypersensibilité s'exprime aussi par une capacité à tout questionner et à se questionner en permanence. Tu as ton cerveau qui s'arrête jamais. Franchement, je suis pas sûre de vouloir vivre ça un jour parce que ça doit être très énergivore au quotidien et j'aurais l'impression d'être crevée en permanence si mon cerveau était non-stop
en train de se poser 10 000 questions. Et si la dernière chose, et ça c'est une qualité que j'aimerais bien avoir, j'ai constaté ça chez plusieurs personnes de mon entourage, vous avez un sens du détail qui est ultra développé et qui s'allie avec une mémoire d'éléphant là-dessus. Moi, j'aimerais bien me souvenir de temps en temps de certains détails ou de petits mots qui, 2 ans après, tu me le ressors et je suis là, mais en fait, quand est-ce que je lui ai dit ça? Et toi, tu peux me donner le lieu, même la tenue que j'avais et des trucs qui sont des petits riens qui, en fait, font des beaux souvenirs. Voilà. Merci pour ce beau débrief sur l'hypersensibilité. Et comment t'as su que moi, j'étais hypersensible? Je pense que j'en ai pris conscience, mais de manière inconsciente, est-ce qu'on peut dire comme ça, à l'adolescence, quand nos caractères se sont affirmés, je dirais, et que je me suis rendu compte qu'on réagissait absolument pas de la même manière à une même situation. C'est marrant parce que je le savais pas du tout, moi, à ce moment-là. Ben oui, mais quand tu réfléchis 15 ans après, il y a eu quelques phases où on n'était pas du tout en phase. Et je pense que c'est effectivement là, et c'est pour ça que je dis de manière inconsciente que je me suis rendu compte qu'on était très différentes. C'est surtout ça. Je ne l'ai pas exprimé comme tu es hypersensible et je ne le suis pas, mais nous sommes différentes. Voilà. Et l'adolescence, c'est quand je voyais principalement ton mal-être au lycée ou que tu prenais des remarques de tes professeurs tellement à cœur que moi j'aurais eu tendance peut-être à plus lâcher et laisser couler. Et toi, ça te touchait vraiment beaucoup plus fortement. Quand je voyais que tu te focalisais sur des phrases que, effectivement, nous, la famille, on pouvait dire et qui t'avaient tant marqué. Donc, je vous donne un exemple. C'est marqué sûrement dans son livre et probablement dans ses articles de blog. Un jour, mes parents ont dit que je serais ministre parce que j'avais des facilités à l'école. Honnêtement, quand vous me connaissez, mes facilités, elles se sont arrêtées quand j'avais 14 ans, à mon entrée en 4e. Et parce que tu as une grande culture générale. Voilà. Alors, peut-être que je m'intéressais à des sujets d'actualité qui, pour toi, n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Mais par contre, tu t'intéresses à des milliards d'autres sujets sur lesquels, moi, je n'y trouve pas un grand intérêt. Mais le ministre, il s'en fout de la sexologie. Peut-être. Donc, effectivement, j'avais des facilités à apprendre, mais il y avait des matières où je n'étais pas douée du tout. Les sciences, les maths, la physique, l'art plastique. Alors, moi, j'étais franchement pas terrible. Mais par contre, toi, t'as gardé cette phrase dans un coin de ta tête et je pense que t'en as fait un complexe d'infériorité par rapport à moi et ni les parents ni moi n'avons absolument voulu ou souhaité ce sentiment et encore maintenant quand je le lis ou quand je l'ai lu dans ton livre, moi ça me gêne en fait parce que c'est pas du tout quelque chose que j'aime et on n'est pas j'aime pas être sur un piédestal et on est au même niveau donc bref, pour en revenir à la question de quand j'ai su que tu étais hypersensible, en fait, je l'ai su quand tu nous l'as dit, quand tu as fait ce travail sur toi pour comprendre pourquoi nous te faisions sentir différente. Et quand je dis nous, c'est pas que les parents et moi, c'est aussi peut-être la société, tes copains, tes amis, tes relations amoureuses te faisons peut-être sentir un peu différente. Et oui, est-ce qu'avant qu'on passe à la suite, je peux te poser moi une question? Quand est-ce que toi t'as su que tu étais hypersensible et est-ce que c'était bien avant de faire ce travail? C'est marrant que tu me poses cette question parce qu'il y a une personne avec qui j'ai échangé récemment sur Instagram et qui m'a dit mais en fait tu l'as jamais exprimé quand toi tu l'as su. Je l'ai su, j'ai toujours senti que j'étais en décalage, j'ai toujours cherché un peu ma place. Je t'ai déjà dit que on est 4, donc j'ai une sœur et 2 parents et j'ai toujours dit à ma sœur j'ai l'impression que vous êtes 3 et puis il y a moi à côté, ce qui t'a choqué la première fois que je te l'ai dit d'ailleurs. Donc ça je l'ai toujours senti mais j'y mettais pas vraiment de mots. J'ai commencé à mettre des mots, je crois un jour maman, je me rappelle très bien, on était dans la voiture, voilà, détail dans la voiture, j'étais passagère et je raconte une histoire probablement d'amour à ma mère, probablement je lui racontais un peu mes états d'âme amoureux parce que ça prend beaucoup de place dans ma tête. Et elle me dit mais de toute façon Sophie, on a toujours su que t'étais hypersensible. Et à ce moment-là, j'ai eu dans ma tête, je me suis dit c'est qui on parce que t'aurais peut-être pu me le dire avant, moi je le savais pas. Et en fait, je pense qu'elle me l'avait dit des milliards de fois avant, mais j'avais pas tiqué sur le mot. Et c'est à partir de là où j'ai fait des recherches et où j'ai vraiment cherché à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire hypersensible, parce que moi je pensais que c'était juste chialer tout le temps. En fait, pas du tout, c'est pas que ça. Et c'est là où j'ai compris que il y avait toute la partie sensorielle, toute la partie émotionnelle, ce sentiment de décalage.
Le premier livre que j'ai lu, c'est Je pense trop de Christelle Petit-Colin. Au début, je l'ai pas du tout accepté. Je me disais, elle parle de moi, mais ça peut pas être moi parce qu'elle parlait des surefficients mentaux. Hors de question que je sois surefficiente. Et puis, petit à petit, j'ai compris que si je changeais ce mot avec un mot qui me correspondait plus, comme très sensible ou comme juste très pensant, je peux le dire, oui, ça me parlait vraiment, vraiment. Et du coup, le chemin a été fait à ce moment-là. Et donc, je devais avoir, 25, 26, voire même un peu plus tard, tu vois. C'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue. Comment, toi, ça s'est passé, ton enfance, à côté d'une sœur hypersensible, même si on le savait pas du tout toutes les deux à ce moment-là? C'était nul, je suis traumatisée. Non, pas du tout. Alors, s'il te plaît, tu ne crois pas une seule seconde que ça a été difficile. Il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que si elle le prend au premier degré, on n'est pas dans la même. 10 ans de psy après un podcast, j'en suis certaine. Donc non, au contraire, je pense que j'ai vraiment eu de la chance. On a de la chance d'avoir été dans une famille ultra soudée, une petite famille aussi, ce qui simplifie peut-être les relations, mais en tout cas, une petite famille est soudée et avec une enfance heureuse. On n'a absolument manqué de rien et on a passé... Mes parents avaient plein d'amis, donc on a passé des tonnes de week-ends avec tous nos copains d'enfance à se marrer, honnêtement. On n'avait pas forcément les mêmes passions, ni les mêmes jeux, ni forcément les mêmes envies. Ce qu'elle dit pas, c'est qu'elle voulait jamais jouer avec moi parce qu'elle voulait lire tout le temps. J'aimais beaucoup lire et effectivement, je passais beaucoup de temps à lire. C'était mon côté solitaire. Et son excuse, c'était je dois réviser mon latin. Alors ne faites jamais de latin. Pour l'histoire, j'en ai fait pendant 1 an du latin. Bon, on n'avait pas forcément les mêmes jeux, mais on partageait quand même des passions communes, notamment pour la danse et aussi pour les films de danse. Faut le savoir, on a dû passer des heures et des heures à regarder des films de danse. Et aussi, on aimait beaucoup se déguiser et faire des spectacles et faire des galas. Ah, c'est marrant, j'ai pas ce souvenir-là, mais oui. On passait tous nos dimanches avec les filles. Les filles, c'est nos copines d'enfance, à créer des spectacles pour les présenter à nos parents. Souvent, ça avait pas beaucoup d'intérêt, mais nous, on s'amusait bien à les préparer. Et pendant tous les week-ends festifs, c'est vrai qu'on faisait souvent des spectacles, et les adultes et les enfants. Est-ce que je peux évoquer aussi nos premiers moments toutes les deux à la maison, quand nos parents nous laissaient toutes seules, et qu'on passait nos soirées soit à regarder un film de danse, soit la Starac, soit des séries, mais on avait pas mal de séries en commun. La télé nous réunissait, c'est vrai. C'est vrai. Et on se faisait nos repas préférés à base de pâtes à la carbonara. Bon, après, on avait quand même quelques différences. J'étais plus Spice Girl que To Be Free. Mais ça, tout le monde n'est pas parfait. Hein. Non, par contre, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes souvenirs sur une même situation. Je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps parce que ma fille, donc Anaïs, elle adore quand elle va se coucher nous demander qu'on lui raconte des moments de notre enfance. L'autre jour, elle me dit, Sophie m'a raconté quand vous êtes partis en colo toutes les deux et que vous aviez 12 et 9 ans et donc on est partis en colo ensemble. Donc pour vous raconter l'histoire, c'était une colonie de cirque. On est partis ensemble avec, il y avait ma cousine sur une première semaine et après on avait nos copines d'enfance, donc nos copines avec qui on passait tous nos week-ends. On n'avait pas forcément les mêmes activités parce que je pense qu'on était séparés par tranche d'âge, mais on se retrouvait pour les repas, pour les grands jeux et les veillées, je suppose. Donc tous les temps communs. Et moi, la dernière semaine de cette colo, je tombe d'une grosse boule de cirque et je me fracture la cheville. Donc, j'ai dû rentrer à Lyon avant la fin de la colo pour me faire opérer et j'ai raté la dernière semaine avec vous, avec les copains. Moi, donc mon ressenti sur ce moment-là, c'est que j'étais ultra triste de pas finir la semaine, de pas pouvoir faire le spectacle avec vous. Et toi, le ressenti que tu as donné à Anaïs, c'est que tu avais l'impression de te retrouver toute seule, d'avoir été abandonnée, t'as dû dire abandonnée. Après, ça a été déformé par Anaïs, quand même. Et que les parents étaient rentrés sans toi. Je me suis pas sentie abandonnée, mais je me suis sentie seule sans toi, plutôt. Mais papa m'a fait la surprise de venir au spectacle le mercredi, et moi j'avais dit à une copine, j'adorerais que mes parents viennent, mais faut pas croire au miracle. Et papa était là, et du coup, depuis ce jour, je crois au miracle. Voilà. Donc effectivement, on n'a pas les mêmes vécus. Alors effectivement, oui, bien sûr, c'est moi qui me suis cassé la cheville et c'est pas Sophie. Donc la situation est quand même très clairement, on l'a pas vécu de la même manière, ça c'est sûr. Mais voilà, il y a un gros sentiment de tristesse de ma part de pas avoir fait la fin, d'avoir raté le meilleur, on va dire.
Et l'abandon vient du fait que je n'ai pas eu de news de toi. À l'époque, on n'avait pas de téléphone, mais personne ne m'a donné de tes nouvelles pendant, je pense, 1 jour et demi, 2 jours. Ah oui. Okay. Donc, bon, voilà. Ok. Pour ma décharge personnelle. Et dernier truc, je me souviens quand même que tu étais très souvent collée à maman quand tu étais petite et que tu lui disais que tu resterais toujours avec elle. Toujours. Bon, heureusement pour elle et heureusement pour toi, quand même, ça a un peu changé. Mais quand même, toi tu dis que je voulais jamais jouer avec toi, mais moi je pense qu'on a quand même beaucoup joué ensemble. On passait des heures à se courir après autour du poteau central de la maison. On s'est pris un paquet de gamelles aussi. Ou à jouer à cache-cache et à se cacher dans les placards de nos chambres. Voilà. Bon, on a aussi fait quelques bêtises et on essayait de faire des roulades sur le canapé avec plus ou moins de réussite. Elle vous en parlera si elle en a envie. C'est peut-être ça d'ailleurs je me suis ouvert la tête ce jour-là, mais c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je pense trop. Il y a peut-être eu un choc, physique. Comment t'as vu mon hypersensibilité, encore une fois, qu'on n'appelait pas comme ça, mais évoluer au fil du temps? Alors, pour moi, il y a eu des phases. Comme je te disais, moi, je sais pas si l'élément vraiment déclencheur, c'est soit ta rupture avec Rémi, ou si c'est arrivé plutôt à l'adolescence. Mais je pense que quand tu as fait ce travail, alors donc effectivement, quand ta maman t'a dit la fois où tu as voulu l'entendre peut-être que tu étais hypersensible et que tu as fait tout ce travail-là, au début ça a peut-être été un peu rude quand même pour nous, pour ton entourage, car en fait plus tu découvrais des choses sur toi, plus tu nous parlais et plus tu voulais en apprendre. Parfois tu nous as aussi dit des choses sur des moments où toi tu l'as mal vécu, mais en fait ça faisait aussi écho à nous, à comment on avait réagi ou comment on avait provoqué consciemment ou inconsciemment la situation, et du coup ce que toi ça t'avait fait. Et donc je pense qu'en parallèle à toi, quand toi tu as fait un travail sur toi, on a aussi fait un travail, en tout cas moi j'ai aussi fait un travail sur moi, et ça n'a pas toujours été agréable de se dire que peut-être que on avait provoqué plus ou moins un mal-être chez toi par une phrase, par une réaction. Je pense qu'on en parlera plus tard, mais effectivement, il y a des moments où moi, j'étais peut-être plus en conflit avec toi. Et oui, je me suis remis en question aussi là-dessus. Par la suite, moi, en fait, je t'ai vu petit à petit aussi comprendre et savoir comment appréhender tes émotions. Alors, laisser ton cerveau au repos, je suis pas sûre que tu y arrives. J'ai toujours pas compris ça. Mais aussi savoir comment quand tu montres tes émotions et à qui. Ça, tu arrives maintenant peut-être un peu plus à le canaliser. C'est tout pour toi, pour mon chéri et pour mes parents. Il y a globalement que 4 personnes. Et puis aussi, t'as quand même fait un gros travail qui est passé par l'écriture, ton blog, ton livre. Tout ça, pour moi, c'est des choses qui t'ont fait beaucoup évoluer parce que pour écrire un livre et pour proposer autant d'exercices comme tu le proposes dans ton livre, c'est que tu les as faits et refait et refait. Donc pour moi, je pense que ça te permet aussi peut-être un peu de contrôler ton hypersensibilité ou en tout cas savoir comment mieux la gérer. En quoi l'hypersensibilité, selon toi, a influencé nos relations en tant que sœur-sœur, mais je l'ouvre pour d'autres personnes qui ont un frère ou une sœur hypersensible? Ah, moi, je suis focus sur nous, là, aujourd'hui. Hein. Non, mais je pense qu'à partir du moment où tu nous as dit que tu étais hypersensible et que tu nous as donné des explications sur, alors, on va dire le terme, mais sur ce que ça provoque en toi. Mais c'est marrant, j'ai pas le souvenir de l'avoir fait avec toi. Je l'ai fait avec papa et maman, je me rappelle, c'était très dur, mais j'ai pas de souvenir de l'avoir fait avec toi. Peut-être au téléphone, et alors peut-être qu'on en a parlé aussi avec les parents. Je pense que c'est plutôt que... Oui, effectivement, je pense que j'ai peut-être eu un long moment avec les parents à en discuter. Et en fait, moi, j'avais 2 choix. J'avais soit de nier et de dire, non, n'importe quoi, voilà. Ou de l'accepter et de l'accepter dans son intégralité. De te prendre avec tout. Le package. Le package. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, j'ai choisi la deuxième solution et ça a vraiment eu un impact sur nos relations et sur le fait que on a peut-être arrêté d'être en conflit. Alors, est-ce que c'était peut-être aussi lié à la fin d'une grande adolescence ou qu'on n'avait plus besoin de se prouver quelque chose ou d'être plus présente, enfin, tu vois, d'être la chouchoute de papa, la chouchoute de maman. Non, c'est toujours toi la chouchoute. Non, arrête. C'est des bêtises. Non, mais voilà, de se prouver des choses à nous-mêmes et puis de vouloir se valoriser par rapport à nos parents ou voilà. Pour moi, c'est ce qui nous a aussi rapprochés. Donc, on a vraiment fait un travail sur nous.
voilà, mais c'est ce qui nous a permis aussi de nous rapprocher. Ton hypersensibilité, j'aurais quand même en fait aimé le savoir peut-être un peu plus tôt pour savoir interpréter tes réactions et ne pas me mettre dans une position de en fait tu réfléchis de la même manière que moi, parce qu'effectivement c'était un peu ça. À 15 ans, je pense qu'on n'a pas la maturité et le recul pour se dire que tous les gens sont complètement différents, même si en tout cas moi je n'avais pas cette maturité là. Mais moi non plus, hein. Est-ce que je peux aborder la période post-adolescence et quand tu as eu ton corset? Tu peux. À, je sais pas, 14-15 ans, on t'a diagnostiqué une scoliose assez forte. À cause de ça, tu as dû être plâtrée pendant 1 mois et demi. Elle avait un plâtre, en fait, qui lui prenait tout le buste. Des hanches Comme un corset, mais en plâtre. Jusqu'en dessous des seins. Ouais. En dessous des seins. Voilà. Et donc, avec le plâtre, elle a dû complètement réadapter sa façon de manger parce que dès qu'elle mangeait un peu trop, donc les gros plats de pâtes carbo qu'on avait l'habitude de se faire, c'était terminé parce que sinon, elle était vraiment mal et elle avait l'impression qu'elle allait exploser et faire exploser le plâtre. Avec ça, t'as pris vraiment l'habitude de moins manger et une fois que t'as enlevé ton corset, t'as découvert en fait une nouvelle silhouette parce que ça avait clairement affiné ta taille. Je me suis vue, c'est à la fois prétentieux et en même temps vrai, comme les silhouettes au niveau de la taille, hein, pas de cuisses, mais au niveau de la taille, je me suis vue comme les silhouettes dans les magazines qu'on regardait, dans les magazines d'ado, quoi. Ouais. Et en fait, ça t'a donné vraiment un peu les formes d'une future femme, enfin d'une femme que t'allais devenir, quoi. Et vraiment, moi, je te trouvais très jolie, avec ta taille toute fine, tes hanches qui sont un peu plus larges que les miennes, mais elles sont très belles. Et voilà, t'étais vraiment une belle adolescente. Et je pense qu'il y avait une petite part de jalousie aussi, parce que on m'a toujours dit, tu as 3 kilos trop, faut que tu fasses attention à ton poids. Et donc, voilà, moi, je te trouvais mais magnifique. Et sauf que toi, en fait, t'as pris goût à ce corps-là. Et comme il y avait des choses et tu rencontrais des difficultés à ce moment-là, sur ta scolarité et sur d'autres choses, tu t'es dit, je peux contrôler mon poids, ma nourriture, ce que je mange. Et en fait, t'es parti dans un engrenage. En fait, tu contrôlais la prise de poids, mais t'as rapidement contrôlé la perte de poids plus que la prise. Et donc, en fait, moi, je pense que là, si j'avais été suffisamment informée sur les émotions, personne hypersensible, sur les questionnements, sur tes réactions, je pense qu'on aurait été peut-être plus à l'écoute. Et moi, clairement, quand on a fait, quand on a fait le travail, à partir du moment où j'ai su que tu étais hypersensible, ça m'a vraiment, c'est vraiment ces moments-là qui sont revenus en tête en premier chez moi, parce que moi, cette période-là, je savais absolument pas comment réagir et comment te faire réagir pour que tu inverses la tendance, parce qu'on voyait bien que tu partais dans une spirale qui devenait difficile, où moi, j'avais peur de savoir où est-ce que tu allais t'arrêter. Moi, je les connaissais, les limites, mais... Oui, mais tu nous les disais pas. Je vous les disais pas, et c'est surtout que je n'exprimais pas à ce moment-là pourquoi. Ouais. J'étais comme ça, je savais pas, je savais juste qu'il fallait pas me faire chier, je voulais atteindre, je crois, 45 kilos. Je suis jamais descendue au-delà parce que je savais que au-delà, c'était hospitalisation. Et faites-moi pas chier, je contrôle tout. Mais je pouvais pas l'exprimer, c'était mon ressenti. Ouais, et vraiment, je pense que là, à cette époque, tu devais vraiment me détester limite, parce qu'en fait, moi, ma manière de réagir, ça a été de provoquer des conflits. C'était vraiment, les remarques devaient pas forcément être très agréables, mais regarde, je sais plus quelles étaient mes... c'est pas les tiennes qui m'ont marqué. Tu vois, mais pour moi, c'est en fait, à chaque fois que je te parlais de nourriture, on s'engueulait. Et ouais, c'est vraiment un moment où je me disais, mais je sais pas quoi faire pour qu'elle prenne conscience que ça devient dangereux, en fait. Mais je voulais pas. Mais en fait, pour moi, cette situation-là, elle me rendait, limite folle. Je ne savais absolument pas de quelle manière on allait pouvoir avoir une influence, parce que là, pour le coup, il fallait que tu te fasses influencer. Une influence pour que tu prennes conscience que ton corps, il était trop maigre, parce qu'il était trop maigre après, et que du coup, ça en devenait dangereux pour ta santé. C'était ça que je n'avais pas dit et que je voulais absolument aborder dans le podcast. Parce que, pour moi, ça a été une situation très compliquée à vivre. Si on résume un peu, ton hypersensibilité, tant que pour moi, elle n'était pas identifiée
Et au moment de l'adolescence, ça a vraiment été plus du conflit. Et peut-être parce qu'il y avait une autre crise aussi et que voilà, mais on n'était pas forcément en phase, on n'avait plus les mêmes centres d'intérêt, plus les mêmes amis. Et ça a été une période quand même un peu où on s'est éloigné, clairement. On s'insupportait, enfin. Oui, on voulait plus vivre dans la même pièce d'ailleurs. Je pouvais plus. Voilà. Et en fait, à partir du moment où déjà toi t'as été vivre, enfin t'as vécu à Paris et où on se voyait moins, bah ça allait mieux parce qu'on était contente de se retrouver et qu'on partageait en fait plus le quotidien. Je pense que c'est ça en fait, c'est le quotidien qui faisait qu'on n'était pas, on peut pas vivre ensemble, on le sait, c'est pas grave. Bah, et je me rappelle, t'es venue 2 semaines à Paris, mais moi c'était 2 semaines. Ah oui, quand j'ai emménagé, j'avais envie de lâcher ma coloc tellement c'était dur. Donc on n'était encore pas tout à fait prêts, même à ce moment-là. Donc voilà, on n'est pas fait pour vivre ensemble, mais ça c'est pas grave. Le fait de moins se voir, et ben du coup on passait plus de moments sympas et à s'apprécier, et puis avec des discussions d'adultes, je pense aussi. Voilà. Et effectivement, moi j'ai vraiment l'impression qu'on s'est retrouvés, peut-être à Chicago. On a passé une semaine ensemble à Chicago en 2014, il me semble. Sophie, elle vivait à Montréal à l'époque, et moi donc à Paris. Et on s'était dit qu'on se retrouverait pour une semaine pendant les vacances. Mes meilleurs souvenirs de ce voyage, c'est nos restos. Ah bah super, elle a dit que la bouffe, elle se souvient pas de nos moments. Parce que dans les restos, on parlait, dans les autres moments, on visitait. C'était pas pareil. C'est vrai. Et est-ce que tu arriverais à dire les avantages et les inconvénients d'avoir une personne hypersensible dans sa famille? Des avantages, je pense que finalement ça nous a ouvert à plein de discussions qu'on n'aurait pas forcément eues. Et moi ça m'a clairement ouvert l'esprit parce que bah je vois plus que par mon prisme, mais je me mets peut-être, du coup je suis peut-être devenue un peu plus empathique par la force des choses. Quand on a 20 ans et quand on a 30 et des bananes. Voilà, on évolue aussi, mais ouais, je pense que ça m'a permis de devenir un peu plus empathique et de me mettre plus facilement à la place des autres et aussi de savoir reconnaître quand quelqu'un a une émotion, voilà, de pas forcément la prendre cash pour moi, mais de me dire qu'est-ce que ça provoque surtout en lui. En inconvénient, parfois il faut quand même te supporter, chouchou. Hein. Bah justement, ça allait être ma question d'après. Comment tu fais pour gérer les moments où mon hypersensibilité elle est forte et qu'elle pose clairement des défis dans notre relation? Alors déjà, je fais beaucoup plus attention à la façon dont je te dis les choses, à toi, effectivement. Avec d'autres, je tournerai pas forcément ma langue cette fois dans la bouche, même si je le fais pas toujours et parfois c'est avec plus ou moins de succès, hein, du coup. Mais ouais, donc c'est ce que je disais. Je pense que je me mets plus à ta place que je peux le faire avec d'autres parce que j'ai pas envie de te blesser. De manière générale, il faut savoir que je suis assez spontanée et impulsive. C'est quelque chose que je travaille parce que je sais que c'est pas forcément bon dans des situations où ça me provoque de la colère. Donc ça, c'est un travail que je fais sur moi. Mais donc effectivement, je fais vraiment plus attention quand je suis avec toi que je peux le faire avec d'autres. Et je fais aussi, j'ai l'impression de m'adapter en fonction de l'état d'esprit dans lequel tu es. Si je vois que tu es clairement dans une phase d'ultra questionnement, je vais pas aller provoquer des situations où ça peut, on peut avoir pas forcément la même opinion ou voilà. Parce que je sais que tu seras peut-être pas forcément en capacité à recevoir des messages aussi à ce moment-là. Bon, après, je dis pas que je calcule en permanence. Hein, ouais, puis du coup, je me dis, ça doit être épuisant pour toi si t'es tout le temps dans l'adaptation. Non, je suis pas tout le temps dans l'adaptation, mais je fais quand même attention. Je choisis les mots que j'utilise peut-être un peu plus avec toi qu'avec d'autres. Mais ça, c'est pas grave. Hein. Mais après, j'ai aussi un peu l'impression d'être ta coach sur plein de moments. Et pour ça, beaucoup plus quand on est au téléphone, au final, que quand on est ensemble. Et de faire sortir des choses que t'as pas forcément envie d'admettre, mais que tu sais très bien au fond de toi. Bon, après, quand je l'appelle et qu'au bout de 30 secondes, elle pleure, ça me met quand même un peu mal à l'aise, hein, je vous l'avoue. Et parce que quand je raccroche, je me dis, merde, j'ai encore fait pleurer ma sœur, alors qu'au départ, c'était une conversation où j'avais envie de l'entendre et j'avais envie qu'on discute et qu'on se marre, quoi. Et que je voulais juste prendre de tes nouvelles. Mais bon, voilà. Est-ce que j'ai répondu à tout? Si je résume, globalement, tu fais attention aux mots que tu choisis parce que tu sais que pour moi, chaque mot a un sens. Oui.
et que du coup, bah, si c'est pas le bon mot, ça va pas être le bon sens, bah, tu t'adaptes aussi au mood dans lequel je suis Ouais. pour pas accentuer un truc ou déclencher une autre émotion. Est-ce que tu as remarqué des situations qui vont être plus spécifiques et qui vont déclencher chez moi des réactions plus fortes parce qu'il y a de la grande sensibilité? Peut-être à chaque fois que tu regardes un film, non? La Starac et l'amour est dans le pré aussi. Alors effectivement, moi je pleure souvent devant un film, mais peut-être pas autant que Sophie. Je dirais que il y a peut-être plus de sujets qui te touchent et sur lesquels tu vas partir au quart de tour. Je dirais quand même principalement dans des émotions tristes, exactement. Enfin, c'est peut-être moins exacerbé dans des situations heureuses, où tu vis le moment, tu es heureuse, tu es contente, tu l'apprécies. Mais c'est vrai que les émotions sont quand même plus fortes quand c'est des doutes. Je décharge principalement qu'avec vous. Et du coup, en tant que famille, parce que tout à l'heure, tu as dit que vous avez eu beaucoup de discussions avec les parents. Comment vous faites pour contribuer à créer pour moi, parce que je sais que vous le faites, un environnement, enfin, maintenant que vous le savez, un environnement favorable? Parce que je sais que ça peut aider d'autres familles dont il y a un ou plusieurs membres hypersensibles. Déjà, on t'écoute. Beaucoup. On t'accepte beaucoup plus, mais enfin, j'aime pas dire ça, mais finalement, c'est vrai, on t'accepte beaucoup plus tel que tu es. On n'essaye pas de te faire rentrer dans une case ou un moule qu'on peut-être on essayait de faire inconsciemment avant. C'est intéressant ce que tu dis parce que tout à l'heure, tu as dit du moment où moi, Sophie, j'ai commencé à l'accepter et du coup à vous l'exprimer, en retour, vous l'avez aussi plus accepté et compris. Oui. Donc ça veut bien dire que ça passe par la personne d'abord. Ouais, je pense que ça passe par la personne parce que toi, tu as appris aussi à faire plus attention à ce que tu ressentais, à tes émotions et savoir aussi comment les comprendre et peut-être aussi les appréhender. Du coup, alors tu parles de ta capacité d'adaptation, ok, mais vous aussi. Mais ouais, nous aussi, peut-être. Mais oui, c'est surtout que le fait de se mettre aussi à ta place et de se dire ou d'essayer de comprendre pourquoi tu réagis de telle manière à telle phrase, telle situation, tel moment, ça fait que on est aussi capable du coup de peut-être plus créer un environnement favorable pour pas provoquer des choses qui seraient négatives. Après, on a quand même passé une très belle enfance et on est quand même assez soudés, donc il n'y a pas forcément... je pense qu'on a toujours on est quand même en sécurité quand on est ensemble, j'ai l'impression. Enfin, moi, je me sens en sécurité quand je suis avec vous. Non, mais moi aussi, je me sens en sécurité, c'est juste qu'après, je réanalyse tout ce que vous avez dit. Mais sur le coup, je me sens carrément en sécurité. J'ai peur, on va faire 1h30 de podcast, elle va le réécouter 25 000 fois. Dites-vous qu'après, c'est 3 jours de Noël, donc là... Je pense que c'est ça, en fait. C'est pas forcément de créer un environnement favorable, c'est juste d'être plus à l'écoute les uns des autres. Oui, parce que moi, en comprenant mon hypersensibilité, j'ai cherché à comprendre, je vais pas dire votre monde, parce qu'on n'est pas non plus dans deux mondes opposés, mais votre fonctionnement. Sinon, ça marchait pas. C'est dégueulasse de dire, c'est à toi de me comprendre, et puis moi, par contre, j'en ai rien à foutre, je te cherche pas à te comprendre. Oui. Pour moi, c'était dans les deux sens. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte d'avoir une sœur hypersensible, au-delà du fait que tu me coaches et que tu m'écoutes? Des problèmes. Pas du tout. Non, des liens beaucoup plus forts. Franchement, je suis très heureuse. Je pensais pas elle va pleurer. Non, mais je pensais pas que on puisse passer plus de temps ensemble. J'ai relu tes livres, ça nous a créé quand même beaucoup de moments où c'était meilleure relectrice du monde. Je peux vous envoyer mes propositions. Je mettrai tous ces liens si ça vous intéresse. Non, mais on s'est retrouvés franchement avec le travail qu'on a fait ensemble. Moi, je me suis aussi peut-être un peu documentée, même si j'ai pas lu tous les bouquins que t'as lus. Tu dis que tu t'es aussi documentée de ton côté. Est-ce que tu te rappelles des bouquins que t'as lus et qui, toi, t'ont été utiles? Je pense que je me rappelle pas forcément de tous les bouquins et j'ai pas lu des bouquins très spécifiques sur l'hypersensibilité, mais il y a peut-être des bouquins plutôt sous forme de romans. Je pense notamment à Virginie Grimaldi, il me semble que c'est elle, hein, où elle met vraiment en situation des personnes qui ont une forte sensibilité sans forcément dire hypersensible
et où là, ça m'a peut-être un peu plus touchée, effectivement plus parlé. Et puis, j'ai lu un super bouquin. C'est une jeune auteure un peu prometteuse qui l'a écrit, qui s'appelle Hypersensible mode d'emploi. Sophie, elle vous mettra les liens dans le commentaire du podcast. Et si jamais vous l'achetez, bah, on peut peut-être vous envoyer une photo dédicacée ou un truc comme ça. Non. C'est ma meilleure commerciale aussi, ma sœur. Elle a beaucoup de casquettes, comme vous verrez. Donc oui, effectivement, donc ça m'a apporté des liens plus forts, des moments privilégiés avec toi, effectivement. Et puis, t'es une entrepreneuse, t'es quelqu'un qui ose vraiment beaucoup de choses dans ta vie professionnelle. En fait, t'es un peu un modèle quand même pour moi sur cette partie-là. Si je me suis lancée là depuis 5 mois en tant qu'indépendante, après 15 ans de confort dans une grande boîte où j'avais peut-être pas forcément le job parfait et qui me convenait, mais j'avais plein d'avantages. En fait, si je me lance aussi, c'est parce que j'ai vu comment toi t'avais évolué au fil des années, comment tu arrives toujours à trouver des solutions quand t'as des périodes un petit peu plus difficiles. Et où aussi, en fait, je te vois très épanouie dans ton boulot et c'est ça qui me donne envie aussi. Donc, t'es aussi un modèle pour moi, comme je peux l'être pour toi. Oui, voilà, j'ai du mal à entendre ça, mais ok, on prend. Et effectivement, c'est la minute love, mais pour moi, t'es un modèle parce que autant tout à l'heure tu disais que tu voudrais pas avoir le cerveau qui tourne tout le temps en boucle, autant moi j'aimerais avoir ce positivisme, ce sourire tout le temps, c'est une joie chaque jour. J'ai la sensation que pour toi, c'est une joie chaque jour et encore plus depuis qu'il y a Anaïs et qu'il t'a dit ce sera une fête tous les jours pour Anaïs. Tu le dis aussi pour Clémence, fête. Anaïs n'est pas toujours une fête. Non, ce n'est pas toujours une fête tous les jours d'être avec les filles, mais en tout cas, voilà, oui. Moi, ce côté-là où des fois j'ai l'impression que, comme tu le dis, il y a beaucoup de tristesse en moi. Des fois, j'aimerais arriver à avoir à garder ça de toi, ce côté, c'est toujours magique et c'est toujours chouette et il y a toujours des solutions et on est heureux et voilà. Moi, oui. Et j'admire cette manière que tu as c'est vrai, ça fait partie de moi. D'être. Et de faire avec mon hypersensibilité et ta vie perso. C'est ce que je rêve de construire. Je prends aussi. C'était la minute love. Et du coup, quel conseil tu donnerais aux familles qui peuvent avoir du mal à accepter et comprendre l'hypersensibilité d'un de leurs proches? Déjà, de lire des articles, des livres, en fonction de ce que vous aimez, en fonction de ce qui vous... voilà. Ouais, c'est chouette que tu parles de romans, plutôt que de se farcir des gros livres de développement personnel sans images. Moi, j'ai lu, en fait, effectivement, c'est difficile de dire des livres parce que je pense pas avoir lu beaucoup de livres, mais j'ai lu plein d'articles sur des blogs ou sans forcément aller commenter, mais aller voir aussi ce qui se passait sur des forums. Parce que des fois, il y a des personnes qui posent des questions sur un moment de vie ou sur des situations qu'elles n'ont pas forcément bien vécues avec une personne hypersensible. Et en fait, les commentaires sont ultra intéressants. Donc, peut-être plus dans ce sens-là. Et des romans qui parlent de personnes sensibles ou hypersensibles, effectivement. Et après, moi, j'ai pas eu ce besoin-là, mais je pense que de se faire accompagner, si c'est vraiment quelque chose qui est difficile à accepter, que ce soit en solo ou peut-être même avoir des séances d'accompagnement avec la personne hypersensible et la personne et l'entourage, je pense que ça peut clairement permettre de résoudre des conflits ou de plus être dans la douleur et dans en fait, de ne pas subir une situation qui convient pas, mais peut-être, d'avoir une personne neutre qui vous pose des questions auxquelles vous auriez pas forcément, que vous auriez pas forcément, vous seriez pas forcément posé ensemble. Ça permet peut-être aussi de mieux accepter les choses, de comprendre des comportements ou des attitudes qu'une personne hypersensible peut avoir. Et à l'inverse, hein. Mais pour moi, c'est vraiment dans les deux sens. C'est hyper intéressant le côté accompagnement parce que du coup, c'est une manière à chacun de rentrer dans le monde de l'autre. Moi, l'accompagnement, je l'ai fait en lisant ton livre, en relisant ton livre.
voilà. Non, mais c'est vrai que ça nous a quand même fait... Enfin, on a eu des discussions par rapport à cela. Mais parce que je pense que comme j'ai beaucoup cherché à comprendre pour pouvoir l'expliquer et vous l'expliquer, et que j'ai écrit le livre, parce que j'avais demandé à papa de lire Je pense trop, il m'a dit je vais pas lire... Enfin, bon, mon papa est très gentil, même très fort, hein, mais il a dit mais je vais pas lire ce pavé pour... Enfin, non. Donc j'ai écrit mon livre pour que mon papa comprenne. mais oui, j'ai cherché à vous l'expliquer et vous étiez très ouverts. Donc c'est ce qui a permis qu'on n'a pas forcément eu besoin de se faire accompagner. Oui. Mais je pense qu'il y a eu des moments où on aurait pu... c'est sûr que si on avait eu des clés, et maman et papa le pourraient le dire aussi, hein, si on avait eu des clés à cette période un peu plus... où c'était vraiment en contrôle du poids pour moi, je pense que ça aurait aidé tout le monde en fait. Mais à l'époque... on mettait pas les mots, on n'en parlait pas forcément beaucoup et Oui. enfin, voilà, c'était pas un sujet quoi. C'est vrai. Merci. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'ajouter, que je t'ai pas posé comme question, des questions que tu veux me poser? Ouais, bah si, j'aimerais bien finir sur... pour moi, l'hypersensibilité, c'est pas une maladie. Et c'est pas une différence au sens péjoratif du terme, ou dans un mauvais sens. En fait, je pense que chaque personne a une singularité, et je vais l'exprimer comme ça. Et en fait, l'hypersensibilité, c'est une singularité. Toi, tu as cette singularité-là. Moi, je dois en avoir une autre. Laquelle tu me diras ou pas. L'optimisme. L'optimisme, ok. La joie de vivre. Mais voilà, donc pour moi, à partir du moment où on accepte juste que c'est ce qui fait la personne, c'est ce qui la caractérise, et que c'est pas une maladie ou qu'on n'a pas besoin de chercher à la guérir ou à la transformer, je pense qu'on aura des relations plus apaisées. Oh, j'aime beaucoup ce mot de fin, je ne rajoute rien. Merci pour ce moment, merci pour... j'ai envie de reparler de plein de choses, mais on va en parler en privé aussi. Parce que je pense que ça m'aura soulevé pas mal de... plein de choses qui sont trop chouettes. Donc franchement, merci beaucoup pour ce moment. J'espère que ça plaira aussi autant que moi aux auditeurs. Et merci pour cet exercice parce que j'étais un peu stressée quand même de le faire. Je n'aime pas forcément parler. Je suis plus à l'aise à l'idée de faire parler les autres et de les mettre en avant et de les valoriser. Donc là, c'était une belle préparation finalement. Voilà. Et merci en tout cas de m'avoir donné la parole sur ce sujet. Merci de l'avoir prise. Bonne journée à tous. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter. Vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.